Mais précisément, vous ne cessez de dénoncer l'implication, selon vous, de plus en plus forte de la France dans ce conflit. Qu'est-ce qui, pour vous, serait inacceptable, qui pourrait être annoncé vendredi? Vous avez 2-3 idées, j'imagine. En principe, mais tout est inacceptable. Reste à savoir ce qui reste inacceptable pour la France et pour le peuple français. Reste à savoir quels sont les intérêts de la France en Ukraine et comment la participation, cette implication militaire de plus en plus profonde de la France correspond aux intérêts vitaux de la France et des Français. Est-ce que les intérêts français sont tellement menacés en Ukraine qu'il faut fournir non seulement massivement les équipements militaires et les missiles longue portée et aussi des militaires, mais aussi continuer cette fuite en avant. Parce que je ne suis pas sûre que vous soyez la bonne personne pour parler des intérêts français, mais en tant que Russe, en tant que représentant du gouvernement russe, qu'est-ce qui serait inacceptable comme annonce? Mais je vous dis, mais en principe, c'est déjà inacceptable parce que ça ne fait que prolonger le conflit. Ça ne fait qu'écarter la perspective du règlement politico-diplomatique du conflit. Donc, alors justement, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Justement, vous plaidez pour la diplomatie et tout le monde veut la paix, la France également. Ouais. Mais il y a une conférence qui va être organisée en Suisse, à l'initiative de la Suisse et de l'Ukraine, et la Russie n'y participe pas. Pourtant, c'est l'occasion de parler justement de la paix. Justement. Pourquoi vous n'y allez pas? Tout d'abord parce qu'on n'est pas invité, c'est la première chose. Et deuxième chose, si on n'était pas invité, on ne serait pas là parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce genre de conférences ou de manifestations qui sont vouées à l'échec d'avance parce qu'en principe, qu'est-ce que ça va être? Les pays occidentaux vont essayer d'obtenir le soutien du Sud global et puis d'avancer à la Russie tout un paquet d'ultimatums, y compris la capitulation, les réparations, etc. Mais la Russie n'est pas dans une position de capituler, comme vous le voyez en regardant la Donc carte. Donc il n'y a aucune discussion possible? Non, mais bien sûr, tout est possible. La Russie reste toujours ouverte au dialogue, mais le dialogue vraiment franc, le dialogue sérieux, où nos intérêts vitaux sur le plan sécuritaire seront pris en compte, le dialogue qui prend en compte les réalités géopolitiques, c'est-à-dire les nouvelles régions qui sont entrées en Russie suite au référendum, et puis plein d'autres détails, y compris les mesures qui protègent les droits des minorités russophones en Ukraine, qui sont visés à la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Il y en a beaucoup, donc là c'est connu en principe, ça ne fait que reproduire les objectifs principaux de l'opération militaire spéciale. Fait que Volodymyr Zelensky s'exprime vendredi à l'Assemblée nationale devant les députés en France, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous allez l'écouter? Peut-être je vais l'écouter, mais je n'attends rien de nouveau. En principe, j'imagine qu'il va remercier la France pour l'aide militaire et commander encore de l'aide militaire ou financière, comme il le fait d'habitude, partout, dans cette tournée occidentale. Vous ne participez pas à la conférence en Suisse. Zelensky vient à Paris. L'Occident augmente son aide. Il n'y a pas de négociation, la guerre continue, et la guerre va continuer. L'Occident fait tout pour que cette guerre continue éternellement, parce que c'est un très bon moyen d'utiliser le régime zombifié et criminel terroriste de Zelensky installé à Kiev et les Ukrainiens, les pauvres pris en otage par ce régime, contre la Russie pour l'endiguer et pour... Je vous rappelle quand même que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, c'est pas l'inverse. Et pour vous parlez d'un régime que vous condamnez, son développement normal et son renforcement. Non, vous pouvez pas non plus oublier le passé. Il y a eu quand même une invasion de l'Ukraine par la Russie. Justement, et si on se rappelle le passé, il faut qu'on aille plus loin. En 2014, le régime de Kiev a installé par le biais d'un coup d'État à Kiev, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à terroriser sa propre population à l'est du pays. Alors, vous parlez d'un gouvernement criminel, zombifié, terroriste. Ça veut dire que si un jour discussion il y a, puisque vous dites que vous êtes ouvert au dialogue si les intérêts russes sont défendus, est-ce que Zelensky pourrait être un interlocuteur de ces discussions? C'est encore une très bonne question. Avec qui négocier? Le président Zelensky, dont la légitimité après le 20 mai pose une très grande question. Donc là, si c'est un interlocuteur fiable ou si il faut qu'on négocie avec quelqu'un d'autre qui représentera l'Ukraine, peut-être ce seront les amis, entre guillemets, occidentaux de l'Ukraine, peut-être ce sera un autre représentant du régime de Kiev. C'est une question vraiment à part, reste à préciser. C'est une très bonne question. Il y a une autre bonne question, c'est, vous savez que c'est l'anniversaire du D-Day, du débarquement, finalement, du début de la défaite de l'Allemagne nazie, et la Russie ne sera pas présente sur les plages de Normandie. Ouais.
En 2014, Poutine est venu en Normandie et il y a eu une négociation dite sous le format de Normandie qui a abouti à un accord justement pour essayer d'éviter la poursuite de la guerre. Oui. Vous regrettez de ne pas être invité sur les plages de Normandie, que la Russie ne soit pas présente et qu'il n'y ait pas un nouveau dialogue de Normandie justement sur l'Ukraine? Vous savez, cette soi-disant, entre guillemets, non-invitation de la Russie à cet événement, le 6 juin, n'a fait que montrer à quel point la mémoire historique peut être partielle et courte. Je dois vous rappeler que c'est grâce à l'Union soviétique et à l'armée rouge, grâce à ses succès à Front de l'Est en 1944, que cet débarquement a eu lieu. C'est justement l'Union soviétique qui a permis cet débarquement, parce qu'en principe, en 1944, le destin du Troisième Reich a déjà été scellé. En juillet 1944, l'armée rouge était déjà en Pologne en train de libérer ce pays. Oui, enfin, si les Américains n'avaient pas débarqué, ça n'aurait pas été la même chose quand même. Hein. Tout était en principe clair. Donc là, les Américains, bien sûr, ils ont décidé de débarquer tout de suite pour que les Russes ne libèrent pas Paris, par exemple, comme c'était en 1814. Ça, c'est le dessin est clair. Mais alors, vous regrettez de ne pas être on ne sous-estime jamais la contribution de nos alliés occidentaux dans la victoire commune, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, voire mépriser la contribution cruciale de notre pays dans la victoire commune contre le nazisme. Je dois vous rappeler que c'est grâce à l'Union soviétique et grâce à l'accord entre Staline et Charles de Gaulle que la France a trouvé sa place parmi les puissances vainqueurs du nazisme. La France profite de cet événement historique jusqu'aujourd'hui, parce que c'est ça qui a permis à la France, par exemple, aussi de prendre sa place parmi les fondateurs des Nations Unies et vous de savez prendre sa place pourquoi parmi vous les n'êtes pas membres invité. permanents. Vous savez pourquoi Vladimir Poutine, ce n'est pas la Russie, c'est Poutine qui n'est pas invité, parce que Poutine, c'est l'envahisseur de l'Ukraine. Non, c'est la Russie qui n'est pas invitée. Ça s'est dit déjà officiellement par Paris. Bon, aucun regret, parce que pour nous, comme vous le savez, le jour rouge, entre guillemets, du calendrier, c'est le 9 mai, le jour de la victoire, que nous fêtons toujours chaque année. Et puis, vous savez, ce débarquement, mais bon, en principe, laissons ça sur la responsabilité des dirigeants occidentaux qui méprisent leur propre mémoire. Aucun regret, mais on vous sent amer quand même. Vous savez, nous avons déjà en quelque sorte l'habitude de voir les réécritures de l'histoire. Donc pour nous, c'était pas un coup dur. Donc là, bien sûr, nous sommes déçus par cette attitude à notre histoire commune en principe, parce que c'est une histoire tragique et glorieuse à la fois. Je dois vous rappeler, par exemple, ce sera intéressant, c'est un fait peu connu au public français, que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le sol français, il y avait 35 000 ressortissants russes et soviétiques qui se battaient ici contre le nazisme. 35 000, dont 7 000 ont trouvé la mort au combat. Ils sont enterrés dans les régions du centre de la France, au nord de la France, dans les cimetières militaires. Donc ce que la Russie a fait pour la France pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout s'oublie. Ça s'oublie très très vite. C'est instrumentalisé à des fins politiques en faveur de la conjoncture politique du moment. Mais comme disait Nietzsche, l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Il y aura quand même un hommage à l'escadrille Normandie-Niemen qui a participé évidemment à la libération de l'Europe. On l'espère. Mais quand vous dites tout s'oublie, on ne peut pas oublier l'invasion de l'Ukraine. C'est surtout ça. C'est pour cela aujourd'hui qu'il y a ce problème. Le passé, sinon la Russie serait bienvenue, elle l'a été en 2014. Précisément, c'est cette invasion russe en Ukraine et cette question, combien de temps ça va durer? Jusqu'où irez-vous? Ça va durer jusqu'à ce que les objectifs fixés au début de cette opération militaire spéciale ne soient atteints, que ce soit par la voie diplomatique, si possible, mais puisque les perspectives de la solution diplomatique ne se profilent, ce sera l'opération militaire spéciale continue et ce sera atteint peut-être par la voie militaire. Et en l'état, aujourd'hui, quels sont les objectifs militaires? Et comment décririez-vous la situation? Tout d'abord, il y a deux objectifs globaux. C'est de protéger nos gens qui habitent sur nos terres ancestrales et puis écarter et neutraliser les menaces qui proviennent du territoire de l'Ukraine qui a été, ces dernières années, soigneusement, par les mains de ses alliés occidentaux, transformé en anti-Russie. Et donc il y a toute une liste de mesures à adopter en ce sens, comme je l'ai déjà évoqué, dénazifier l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, puis faire garantir les droits des minorités russophones, puis accepter les nouvelles réalités géopolitiques, puis
Ça veut dire quoi fixer exactement? le statut non nucléaire et Protéger statut les neutre gens de qui l'Ukraine. habitent sur nos terres ancestrales. Je ne suis pas sûre que ceux qui vous regardent voient exactement où vous voulez en venir. C'est la région du Donbass, bien sûr, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, puis la région de Kherson, Zaporogie, la Crimée, bien sûr. Donc là, ce sont des terres inaliénables. C'est la Russie, c'est désormais la Russie. Donc là, on ne marchande pas nos terres et on ne marchande pas surtout nos gens. Donc là, il faut que ce soit pris en compte, il faut que ce soit validé. Et là, c'est les bonnes bases pour négocier. Nous sommes, je le répète, nous sommes toujours ouverts au dialogue, pourvu que les initiatives pour ce dialogue soient sérieuses. Alexander Makogonov, ces dernières semaines, les actes d'ingérence contre la France se multiplient de diverses manières, et ce notamment à l'approche des élections européennes et surtout à l'approche des Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris. La menace est prise très au sérieux par le gouvernement français. Gabriel Attal s'est exprimé encore aujourd'hui à ce sujet. C'était à l'Assemblée nationale. Écoutez. Il y a eu ces étoiles de David taguées sur des murs de plusieurs communes d'Île-de-France. Il y a eu ces mains rouges honteusement peintes sur le mémorial de la Shoah. Et il y a eu, il y a quelques jours, ces faux cercueils déposés sous la Tour Eiffel et portant l'inscription de soldats français de l'Ukraine. 3 outrances parmi bien d'autres, 3 infamies qui visent à nous manipuler, 3 infamies, et les enquêtes sont encore en cours, qui portent la marque de l'ingérence. La réalité, c'est que notre pays et notre continent font l'objet d'ingérences étrangères, de tentatives de déstabilisation.